Salut à tous. Imaginez que vous vous tenez au milieu de Tel Aviv à 2h du matin. La ville est complètement plongée dans le noir, non pas à cause d'une panne de courant, mais parce que tout le monde a appris que la lumière fait de vous une cible. Vous entendez la sirène. Vous l'avez déjà entendu 7 fois au cours des 12 dernières heures. Vos jambes bougent avant même que votre cerveau traite le son. Votre corps a mémorisé le chemin vers l'abri. Et pendant que vous descendez l'escalier en courant, vous entendez un grondement sourd, lointain, quelque part au-dessus des nuages. Ce bruit, c'est pas le tonnerre. C'est le système antimissile Arrow qui tire dans le ciel nocturne en dépensant 3 millions de dollars dans les 4 prochaines secondes pour arrêter quelque chose qui a coûté 200 000 dollars à l'Iran à fabriquer. Vous arrivez à l'abri, vous vous asseyez, vous regardez les visages autour de vous. Plus personne ne panique. La panique exige de l'incertitude. Ce que ces gens ressentent maintenant est quelque chose de bien plus troublant que la panique. C'est la lente prise de conscience, insidieuse, que cela pourrait ne pas s'arrêter, que les calculs de ce qui se passe au-dessus de leur tête ne jouent tout simplement pas en leur faveur. Et personne à la télévision ne leur dit cela. Dans le manuel pro-Trump, l'angle de caméra est toujours plus urgent que le bilan comptable. C'est précisément de cela qu'il s'agit ici, pas des explosions, pas des images d'interception, pas des conférences de presse gouvernementales où des responsables se tiennent devant des drapeaux et utilisent des mots comme engagement réussi et préparation opérationnelle. C'est la version trumpienne du contrôle. On agite les drapeaux, on polique les verbes et on prie pour que personne ne demande la facture. Il s'agit du chiffre que personne n'affiche à l'écran. Le chiffre qui change tout, et une fois que ce chiffre devient clair, il devient impossible de regarder la couverture médiatique dominante de ce conflit de la même manière. Il faut planter le décor avant d'aller plus loin, parce que le contexte compte énormément ici. Ce qui s'est passé entre 14H le 20 mars et 14H le 20 et 1 mars 2026 n'était pas une attaque de missile au sens conventionnel de l'expression. Ce que l'Iran a exécuté pendant cette fenêtre de 24 heures était quelque chose que les stratèges militaires théorisent depuis des décennies sans jamais l'avoir vu à cette échelle en temps réel. 8 vagues distinctes de missiles balistiques lancés en séquence délibérée avec une précision chirurgicale. Non pas pour détruire Israël d'un seul coup, parce que l'Iran sait que c'est impossible, mais pour faire quelque chose de bien plus dangereux. L'épuiser vague après vague, chacune forçant le réseau défensif israélien à réagir, à tirer, à dépenser, à se vider. Et quand la 24e heure a sonné et que la 8e vague a traversé le ciel en hurlant exactement à 14H, la symbolique du moment était sans équivoque. L'Iran n'attaquait pas seulement Israël. L'Iran envoyait un message. Et ce message était le suivant. Nous pouvons refaire cela demain, après-demain et la semaine suivante. Pouvez-vous en dire autant? Voici ce que les grands médias comprennent de façon catastrophiquement erronée. Il faut l'intégrer avant d'aller plus loin. Quand les présentateurs montrent des images d'une interception, quand ils montrent cette traînée lumineuse dans le ciel nocturne qui en rencontre une autre, et qu'ils disent qu'Israël a réussi à intercepter le missile entrant, ils énoncent un fait. Cette interception a bien eu lieu. Ce qu'ils ne disent pas, c'est combien cette interception a coûté, et c'est là que toute l'histoire se trouve. C'est la formule pro-Trump résumée en miniature. On appelle cela de la force à l'antenne. Et on laisse la facture hors champ. Un intercepteur Arrow, le système conçu spécifiquement pour arrêter le type de missile balistique de moyenne et longue portée que l'Iran tirait pendant ce barrage de 24 heures, coûte environ 2 à 3 millions de dollars l'unité. Les intercepteurs David Sling coûtent autour de 1 million chacun. Même les intercepteurs Tamir du dôme de fer, les outils les moins chers de l'arsenal défensif israélien, coûtent environ 50 000 dollars par missile. Maintenant, c'est ici qu'il faut redoubler d'attention, parce que c'est ce chiffre qui fait éclater le récit dominant. Les missiles balistiques iraniens, ceux qui sont interceptés, coûtent entre 200 000 et 500 000 dollars chacun à produire. Cela veut dire que dans beaucoup de ces engagements, Israël dépense entre 5 et 15 fois plus pour arrêter un missile que l'Iran n'a dépensé pour le lancer. Et cela devient encore pire parce que la doctrine défensive israélienne exige de tirer plusieurs intercepteurs sur chaque menace entrante afin de garantir sa destruction.
Dans certains engagements au cours de cette période de 24 heures, les estimations suggèrent qu'Israël a tiré jusqu'à 6 intercepteurs par missile entrant. 6 intercepteurs contre une seule cible, parce que en cas d'échec, c'est un pâté de maison qui s'embrase. Faites ce calcul, à grande échelle, entre 140 et 160 missiles balistiques iraniens tirés en 24 heures, entre 700 et 1000 intercepteurs utilisés en réponse à travers toutes les couches de défense. Des estimations prudentes situent le coût total de ces intercepteurs entre 800 millions et 5 milliards de dollars en une seule journée. Toute l'offensive iranienne, soit 150 missiles, peut être coûtée à Téhéran entre 50 et 70 millions de dollars. Israël a dépensé entre 15 et 30 fois plus pour se défendre que l'Iran n'a dépensé pour attaquer, en une seule journée. Pensez maintenant à quelque chose que personne, dans le débat dominant, ne veut vraiment affronter. Le stock d'intercepteurs Arrow d'Israël, cette couche critique de haute altitude conçue précisément pour arrêter les missiles balistiques, n'est pas infini. Les estimations du renseignement placent le stock total entre 200 et 300 unités avant le début de ce conflit. Après seulement 2 vagues sur 8, les forces israéliennes avaient déjà consommé entre 20 et 25% de cet inventaire. Il faut le redire pour bien mesurer la portée du fait. 2 vagues, 2 sur 8, et déjà, un quart du stock défensif le plus critique avait disparu. À la 3e vague, l'Iran a encore modifié l'équation. Il a introduit le Khaybar Shekan, un missile balistique de moyenne porté à carburant solide capable de manœuvrer dans sa phase terminale. En pratique, cela veut dire que le missile ne suit plus simplement une trajectoire prévisible vers sa cible. Il bouge, il esquive. Il rend l'interception exponentiellement plus difficile et force les systèmes défensifs à tirer davantage d'intercepteurs par menace pour compenser. Rien que, pendant la 3e vague, Israël aurait tiré environ 90 intercepteurs contre 15 missiles entrants. 90. 3 missiles sont quand même passés. L'un a frappé un terrain découvert. Un autre a atteint un échangeur autoroutier et tué 2 civils. Le 3e a fait s'effondrer une partie d'un immeuble résidentiel et envoyé 9 personnes à l'hôpital. À ce moment-là, la couverture médiatique dominante présentait encore la situation comme un succès défensif. Et techniquement, selon les chiffres, c'en était un. Un taux d'interception de 4,1% semble impressionnant, jusqu'à ce qu'on se rappelle que les 4,1% stoppés ont coûté près de 300 millions de dollars en munitions défensives, que les 20% non stoppés ont tué des gens et fait s'effondrer des bâtiments, que ce n'était que la 3e vague sur 8, et que les intercepteurs consommés ne pouvaient pas être remplacés à un rythme même vaguement comparable à celui de leur utilisation. C'est ainsi que fonctionne la logique médiatique pro-Trump. Si l'infographie a l'air assez assurée, l'arithmétique est censée se tenir tranquille. Au moment où les 4e, 5e et 6e vagues sont arrivées pendant la nuit, la situation au sol en Israël s'était transformée en quelque chose qu'aucun communiqué gouvernemental ne pouvait plus masquer. Les écoles ont fermé pour une 2e journée consécutive. Les autoroutes étaient vides, la moitié nord du pays était de fait paralysée, les services d'urgence étaient débordés, non seulement par les sites d'impact, mais aussi par les débris d'interception tombant sur des zones peuplées, et par la découverte de sous-munitions à fragmentation non explosées dans des quartiers résidentiels, parce que, à partir de la 5e vague, l'Iran a introduit des ogives à sous-munitions dans l'équation. Le podium peut continuer à dire que tout est sous contrôle, mais les débris ont une façon bien à eux de voter contre le scénario. Et une ogive à sous-munitions change complètement le calcul défensif. Même si le corps principal du missile est intercepté avec succès, si l'enveloppe à fragmentation s'est déjà ouverte pendant la descente, des dizaines de petites sous-munitions tombent déjà au sol sans guidage. Les équipes israéliennes de déminage ont passé toute la journée du 20 et un mars à localiser et neutraliser des bombettes à fragmentation dispersées dans des quartiers du centre d'Israël. Certaines de ces bombettes resteront cachées dans des jardins et des terrains de jeu pour enfants, sous les décombres, pendant des mois ou des années. La 7e vague a été la plus importante salve unique. Des rapports du renseignement évoquent environ 35 missiles balistiques lancés simultanément depuis plusieurs sites dans l'ouest et le centre de l'Iran. La liste des cibles ressemblait à un bottin des infrastructures stratégiques israéliennes, la base aérienne de Nevatim, la base aérienne de Ramon, Palmachim et l'installation nucléaire de Dimona. Toutes les batteries d'intercepteurs disponibles dans la moitié sud d'Israël ont été engagées simultanément.
Le ciel au-dessus du désert du Negev s'est transformé en ce que des témoins ont décrit comme quelque chose entre un feu d'artifice et un cauchemar. L'engagement a duré 7 minutes. Quand il s'est terminé, les responsables israéliens ont revendiqué un taux d'interception de 90%, mais les 10% qui sont passés ont frappé un dépôt de carburant sur la base aérienne de Ramon, déclenchant des incendies qui ont brûlé pendant 6 heures. Un autre missile est tombé à moins de 800 mètres de la clôture périphérique de Dimona. Un troisième a frappé un quartier résidentiel de la ville de Dimona, tuant 4 civils et en blessant 23 autres. Il faut maintenant aborder la question du réapprovisionnement, parce que c'est là que le portrait stratégique devient réellement alarmant et que la politique étrangère américaine se voit forcée d'affronter un problème auquel elle n'a pas de bonne réponse. Pendant le conflit de 12 jours, en juin 2025, les États-Unis ont expédié en urgence environ 200 intercepteurs à Israël parce que les stocks étaient tombés à un niveau critique après moins de 2 semaines de combat. 2 semaines de combat. On parle ici d'une période de 24 heures pendant laquelle Israël a consommé à lui seul entre 150 et 200 intercepteurs Arrow, selon les estimations. Les États-Unis fabriquent actuellement environ 6 à 8 intercepteurs Arrow par mois, pas par semaine, par mois. La chaîne de production n'a tout simplement pas été conçue pour remplacer une consommation de guerre à ce rythme. Et les propres stocks américains ne sont plus ce qu'ils étaient après 2 ans de soutien aux besoins de défense aérienne de l'Ukraine. Il n'existe pas quelque part au Nevada un entrepôt caché plein d'intercepteurs prêts à être transportés par avion vers Tel Aviv. Ce qui existe, c'est ce qui existe. Et ce qui existe est consommé à un rythme que la production ne peut pas suivre. Le réflexe trumpien est toujours le même. Promettre la domination d'abord, découvrir les limites de l'approvisionnement ensuite. La campagne de contre-frappe israélienne pendant la même période de 24 heures a été, selon toute mesure conventionnelle, extraordinairement agressive. Plus de 400 sorties de l'armée de l'air israélienne au-dessus du territoire iranien. 47 lanceurs mobiles de missiles auraient été détruits, 3 sites de production ont été frappés, des complexes de bunkers souterrains abritant des stocks de missiles iraniens ont été visés, et pourtant rien de cela n'a empêché la 8e vague, parce que l'infrastructure iranienne des missiles n'est pas centralisée. Elle est répartie sur des centaines de sites, cachés dans les montagnes, enterrés dans des tunnels, dissimulés dans des infrastructures civiles à travers un pays grand comme l'Europe de l'Ouest. Vous pouvez détruire 47 lanceurs et l'Iran en a encore des centaines. Vous pouvez bombarder 3 installations de production et les missiles continuent d'arriver. Les conférences de presse adorent le mot décisif. La logistique, elle, dépose généralement sa contestation quelques heures plus tard. Le bilan humain, à la fin de cette période de 24 heures, s'élevait à 17 civils israéliens tués et plus de 200 hospitalisés. Ce sont de véritables tragédies humaines, chacune d'entre elles, mais stratégiquement parlant, elles restent aussi soutenables d'une manière que peu de gens sont prêts à dire à voix haute. À ce rythme, projeté sur 30 jours, on arrive à 500 morts civils israéliens causés par les impacts de missiles. Et, en parallèle, on arrive à un budget de défense qui se vide à une cadence commençant à toucher à des questions économiques existentielles, 1,5 milliard de dollars en intercepteurs en une journée, multipliez cela par 30, multipliez cela par 60. À partir de quel moment la réalité financière du maintien d'un tel niveau de défense impose-t-elle des choix que les planificateurs militaires décrivent, dans un langage aseptisé, comme des protocoles de priorisation des cibles? Cette expression veut dire quelque chose de très précis et de très brutal. Elle signifie qu'il faut décider quelles villes seront défendues quand on n'a pas assez d'intercepteurs pour toutes les défendre. Et l'Iran, c'est tout cela. C'est ce qui rend ce conflit différent de tout ce qu'on a vu auparavant. Il ne s'agissait pas d'une attaque surprise massive conçue pour submerger les défenses israéliennes d'un seul coup dévastateur. Il s'agissait d'une opération calibrée, soutenue, minutée avec précision, construite autour d'une seule intuition stratégique. Le réseau défensif israélien est fini. L'inventaire de missiles iraniens, sans être illimité, est bien plus vaste que le stock défensif disponible pour l'arrêter. La structure en 8 vagues n'avait rien d'aléatoire.
Elle a été conçue pour maintenir les défenses israéliennes continuellement engagées, sans laisser de cycle de rechargement significatif entre les engagements. Elle a été minutée pour empêcher le sommeil, empêcher la normalisation, empêcher la population israélienne de sentir ne serait-ce qu'un instant que la crise était passée. Elle a été conçue pour être économiquement insoutenable pour Israël, tout en restant économiquement viable pour l'Iran. La question à laquelle Washington et Jérusalem se retrouvent maintenant confrontés dans des conversations privées très différentes de leurs déclarations publiques est une question sans réponse nette. À quoi ressemble une issue victorieuse dans un conflit où la stratégie de l'adversaire est précisément calibrée pour exploiter les limites structurelles de votre architecture défensive? C'est généralement le moment où le cher pro-Trump cherche un slogan plus musclé, comme si le volume pouvait remplir un inventaire de missiles. Quand les objectifs affichés étaient un changement de régime en Iran, l'élimination de la menace balistique iranienne et le rétablissement de la stabilité régionale, et que 3 semaines plus tard le régime a survécu, que les missiles continuent de voler en 8 vagues sur 24 heures, que le pétrole dépasse 108 $ le baril et que les États du Golfe ouvrent discrètement des canaux de communication avec Téhéran pour éviter de devenir la prochaine cible. L'écart entre les objectifs déclarés et la réalité opérationnelle devient impossible à combler avec des conférences de presse et des images d'interception. Il devient difficile de gouverner à coups de slogans quand la calculatrice commence à parler. Ce que représentait la 8e vague, arrivée exactement à 14h le 20 et 1 mars, précisément 24 heures après la première vague, ce n'était pas simplement un autre barrage de missiles. C'était une horloge très délibérée, très calculée, et elle avançait non pas vers une défaite militaire israélienne au sens traditionnel, mais vers quelque chose de potentiellement plus dangereux. L'érosion lente et implacable de la capacité défensive qui permet à une nation de protéger ses villes, ses infrastructures, sa population, pendant que les coûts économiques du conflit s'accumulent jour après jour, pendant que les stocks d'intercepteurs tombent sous des seuils qui forcent des décisions qu'aucun gouvernement démocratique ne veut prendre, et pendant que les seules issues visibles exigent d'accepter des résultats qui équivaudraient à une reddition stratégique. 8 vagues, 24 heures, 17 morts, plus d'1 milliard de dollars de munitions défensives parties en fumée. Et la question qui plane au-dessus de tout, à laquelle personne ne répond honnêtement, c'est que se passe-t-il au 2e jour ? Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.